C'est l'heure de l'information du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bienvenue à tous. Merci de démarrer votre semaine à nos côtés. Vous le savez, vous pouvez nous suivre désormais sur votre poste radio évidemment, mais aussi sur notre application smartphone et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce lundi 27 juillet. Moins de tests et donc moins de contamination ce week-end en Israël. Les autorités restent donc prudentes alors que le nouveau coordinateur national contre le coronavirus, le professeur Roni Gamzou, doit dévoiler son plan demain. Détails et analyses dans quelques instants. En France, le gouvernement Castex sur tous les fronts. De nouvelles restrictions pourraient être prises localement, notamment dans les bars et sur les plages. Mais le nouveau Premier ministre accélère sur 2 autres dossiers. L'écologie d'abord, avec un nouveau projet de loi annoncé ce midi. La PMA ensuite, le projet de loi de bioéthique est de retour aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Les détails avec Gabriel Attal. Et puis on reviendra également sur cette polémique à Colombes. Le maire de la ville a comparé les forces de l'ordre à la police de Vichy. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin menace de porter plainte. Radio J. À première vue, les derniers chiffres du coronavirus en Israël laissent croire un début de renversement de tendance. L'impression est trompeuse. Pourtant, certes, le pays n'a enregistré qu'un millier de nouveaux cas quotidiens ce week-end, précisément 1039 samedi et 1106 dimanche. Des données en net recul alors que l'on comptait entre 1500 et 1850 nouveaux diagnostics positifs tous les jours la semaine dernière. Alors pourquoi cette baisse ce week-end ? Eh bien, tout simplement parce que le nombre de tests a considérablement baissé ces derniers jours, passant de près de 25 000 vendredi à un peu plus de 12 000 hier, bien moins encore que dimanche dernier. En conséquence, le taux de contamination s'envole. Un peu plus de 9% des personnes testées en Israël se révèlent positives. Qu'en sera-t-il dans les prochains jours ? Il faudra suivre avec attention les prochains rapports du ministère de la Santé. On compte actuellement plus de 35 000 cas actifs dans le pays, dont 317 se trouvent dans un état sérieux. 5 nouveaux patients sont morts depuis minuit des suites de la Covid-19 en Israël, ce qui porte le bilan total à 473 victimes. Demain, le nouveau monsieur Corona israélien dévoilera son plan stratégique contre l'épidémie. Le professeur Roni Gamzou, nommé en fin de semaine dernière coordinateur national pour la gestion du coronavirus, pourrait renforcer l'implication de Tsahal dans le traçage épidémiologique des patients. L'option a été validée hier par Benjamin Netanyahou. Un recours aux militaires qui soulagerait un personnel soignant épuisé qui appelle à l'aide les pouvoirs publics. C'est ce que nous explique Daniel Haïk dans sa revue de presse israélienne, un partenariat avec Studio Kalita. Les quotidiens israéliens se penchent avant tout sur les difficultés des services médicaux et laborantins face au rebond de l'épidémie de coronavirus. Le Yediot Aharonot nous indique en manchette ce matin que les départements de Covid-19 dans les grands hôpitaux israéliens commencent à être saturés. À l'hôpital Hadassah à Jérusalem, il ne reste qu'un seul et unique lit de libre et l'on déplace actuellement les malades du Covid-19. Et puis le Maariv, qui est très performant dans les données liées à l'épidémie, nous fournit ce matin une autre donnée préoccupante, celle recueillie par l'association Eran, de conseils psychologiques, qui constate que le nombre de sollicitations téléphoniques quotidiens qu'elle enregistre a augmenté de 100%. Nous recensons 1000 communications de détresse psychologique liées à l'épidémie par jour, soit 2 fois plus qu'en temps normal, affirment les responsables de cette association. J'ajoute dans ce dossier que le grand rabbin ashkénaze d'Israël, le Rav David Lo, annonce ce midi que les personnes atteintes du coronavirus ou percevant des symptômes n'auront pas le droit de jeûner à Tisha B'Av. Le jeûne commémorant la destruction du Second Temple aura lieu cette semaine, mercredi soir et jeudi prochain. Le coronavirus qui aura également un effet cette année sur la Aliyah. Certains et certaines d'entre vous vont peut-être faire le grand saut la semaine prochaine, comme plusieurs dizaines de familles françaises. Israël a accueilli en 2019 33 000 nouveaux immigrants, toutes nationalités confondues. Une hausse de 18% comparée à 2018, selon le rapport publié hier par le Bureau central des statistiques. Cette année, les chiffres de l'Aliyah seront forcément impactés par la pandémie de la Covid-19, même s'il y a des signes d'un regain d'intérêt pour Israël. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Il est encore trop tôt pour mesurer tous les effets de la pandémie. Pourtant, il est déjà clair qu'elle génère des questions sur de possibles changements de vie au niveau individuel aussi bien que collectif. Pour Israël, qui se débat pourtant dans la 2e vague de Covid, il faut aussi songer à sa mission de havre et d'alternative pour les Juifs de diaspora. En dépit de ses difficultés à endiguer la crise sanitaire et économique, le pays n'a pas perdu de son attractivité. Pour les Juifs qui considèrent
leur propre cas et l'impact de l'épidémie sur leur statut socio-économique, même s'il est difficile de se projeter sur le long terme, Israël peut apparaître comme une option. Alors que l'Alia avait bien démarré en janvier, les arrivées effectives de nouveaux immigrants ont chuté en moyenne de plus de 60% depuis l'éruption de la pandémie, toutes provenances confondues. Évidemment, la conséquence du confinement et aussi des liaisons aériennes presque à l'arrêt entre Israël du monde. Au cours du premier semestre, Israël n'a accueilli que 8 568 nouveaux immigrants alors qu'ils avaient été plus de 18 000 au premier semestre 2019. Et pourtant, l'agence juive constate depuis déjà de longues semaines un regain d'intérêt pour l'Alia. Aux États-Unis, les demandes de dossiers sont près de 7 fois supérieures à celles de 2019, près de 4 fois plus en France et ont doublé en Amérique latine. Cela veut dire pour le seul mois de juin, 3000 requêtes des États-Unis ou encore plus de 700 de France. Même si seulement 60 à 80% des demandes adressées à l'agence juive se traduisent par une alia effective, les chiffres confirment en tout cas que la réflexion est sérieuse. D'autant plus si l'on regarde ce qui se passe sur le marché de l'immobilier israélien. On est loin d'une ruée sur les appartements, mais là aussi, il y a des signes de regain d'intérêt. Agents immobiliers et promoteurs constatent par exemple 10 fois plus de connexions sur leur site en provenance de l'étranger. Et là encore, ces demandes d'informations viennent de partout, non seulement d'Europe, mais aussi d'Australie ou d'Amérique du Sud. Et les biens ciblés évoluent. Il ne s'agit plus d'appartements ou de résidences de luxe à Tel Aviv ou sur le littoral, privilégiés jusqu'à ces dernières années par les acquéreurs étrangers pour leur séjour de vacances en Israël. Les logements recherchés peuvent être dans des régions ou des agglomérations plus périphériques et surtout plus abordables, qui étaient jusque-là surtout recherchés par les clients israéliens. Cela indique qu'il s'agit de biens d'habitation plutôt que de villégiature ou de rapport, signe que ceux qui pensent les acquérir ont l'intention de les habiter. Cela peut donc signifier deux choses. Soit que les juifs de diaspora qui le peuvent prévoient de s'établir une position de repli si la crise sanitaire devait encore s'aggraver, soit qu'ils estiment que leurs actuels pays de résidence sont susceptibles de subir des bouleversements profonds et que l'avenir de leurs enfants sera mieux assuré en Israël. Alors, tsunami ou vaguelette, dans tous les cas, Israël devra se préparer à une nouvelle vague d'Aliyah. Et on retrouve notre correspondance en Israël. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadja. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Pascal, j'ai indiqué tout à l'heure les derniers chiffres du coronavirus ce week-end. A-t-on raison d'être particulièrement prudent quant à leur interprétation ? De toute façon, tant qu'on n'a pas un suivi épidémiologique rigoureux, sérieux et détaillé, il faut effectivement prudence garder sur ces chiffres. On voit petit à petit d'ailleurs maintenant le nouveau dispositif se mettre progressivement en place avec le chef de projet Covid qui a pris ses fonctions il y a quelques jours, le professeur Gamzo de l'hôpital Ichilov à Tel Aviv. Mais cela dit, il faut effectivement encore, on n'est pas sorti du bois et on voit notamment aussi que les hôpitaux, les principaux hôpitaux arrivent maintenant quasiment à la ligne de saturation de leur absolument. Donc là aussi, c'est un indicateur à surveiller de manière extrêmement prudente. On est encore en plein au cœur de cette deuxième vague, il faut encore attendre de toute façon, c'est ce que disent les experts. À partir du moment où on prend une décision, on en voit les effets au bout de 15 jours à 3 semaines. Le nombre de patients graves demeure toujours l'indicateur numéro 1 pour les autorités israéliennes pour essayer de mesurer la puissance de cette nouvelle vague de contamination, Pascal ? Oui, bien évidemment, puisque c'est là justement, disons la progression des deux courbes, celle des nouveaux cas par rapport à celle des malades en état grave. C'est là-dessus qu'on voit la progression. On sait effectivement qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir, même si on a appris, les médecins ont appris au fil des mois à mieux traiter, à mieux détecter les symptômes et à essayer d'éviter d'ailleurs autant que faire se peut de placer les malades sous respirateur, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'effets négatifs dangereux. Donc là, c'est effectivement en dernier recours, mais simplement effectivement, on voit toujours le nombre de cas graves augmenter. Et on a appris d'ailleurs tout à l'heure, Pascal,
justement à ce sujet que le nombre de cas graves enregistrés au mois de juillet était équivalent à celui enregistré entre le mois de mars et le mois de juin. Voilà, donc là, il y a effectivement aucun doute que la situation est sérieuse, même si ça n'est plus exactement le même segment de population que celui qu'on avait dans la première phase de l'épidémie, à savoir les personnes à risque, les personnes avec une comorbidité, les personnes âgées, qui étaient celles qui avaient été le plus touchées. D'ailleurs, c'est pas vrai seulement pour Israël. On l'a vu dans de nombreux autres pays. Disons que cette population a aussi appris de la dangerosité du virus au fil des mois et se protège beaucoup mieux. Mais donc, on voit aussi une population plus jeune atteinte par le Covid. Donc là encore, une situation qui reste extrêmement délicate à gérer. Pascal, le monsieur Corona israélien, le professeur Roni Gamzou, dévoilera son plan stratégique demain de lutte contre la Covid-19. L'armée pourrait voir son rôle encore étendu. Est-ce à dire que Tsahal est le seul acteur public capable de casser de manière efficace les chaînes de contamination ? C'est en tout cas un acteur qui doit entrer dans le processus de gestion de la crise. L'armée a évidemment des outils, un formatage, je dirais, apte à gérer des crises. C'est d'ailleurs son rôle, d'assurer la sécurité du territoire contre des ennemis. Donc pas seulement, évidemment, d'agir pour son propre fonctionnement de manière routinière, mais d'être capable de s'adapter rapidement à des situations de crise. Donc, bien évidemment, utiliser ces capacités de Tsahal, utiliser aussi un autre secteur institutionnel qui a aussi des capacités importantes sur le terrain, que sont les collectivités locales. Là aussi, leur capacité à la fois à appliquer des instructions, mais aussi à faire remonter des informations vers le pouvoir central, n'a peut-être pas été encore suffisamment utilisée. Donc, il y a des améliorations. C'est peut-être le modèle français qui pourrait être cette fois-ci copié par les Israéliens, si je vous comprends bien, Pascal. Alors ça, c'est à vous de me dire, Steve, effectivement, si on s'oriente plus vers un modèle à la française. Toujours est-il que oui, une utilisation plus intelligente, je dirais, des ressources dont dispose le pays, ça c'est une évidence. Après aussi, il faut voir quelle est, et c'était la question qui avait retardé la nomination d'un chargé de lutte contre le Covid-19, qui était la question de ses compétences. À qui est-ce que ce haut fonctionnaire ou ce chargé de mission doit-il rendre des comptes ? Est-ce qu'il est sous la tutelle du ministre de la Santé ou est-ce qu'il est sous la tutelle du chef du gouvernement ? Et là, évidemment, ça change beaucoup de choses. Et c'est évidemment sur cette question que le professeur Gabi Barabash a finalement décidé de jeter l'éponge la semaine dernière. Merci beaucoup Pascal Zunchen d'avoir été notre invité cet après-midi. À très bientôt et à demain pour votre nouveau Zoom pendant la matinale de Radio J. Bonne journée Pascal. Absolument, à demain Steve, bonne journée. Radio J, 14h14, la suite du journal avec Steve Nadjar. Oui Philippe, avec l'actualité sécuritaire maintenant avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Une mosquée de la ville palestinienne d'Al-Biré près de Ramallah a été incendiée en Judée-Samarie la nuit dernière. Des inscriptions en hébreu ont été taguées sur les murs. Siège aux Arabes, non pas aux Juifs, ou encore terre d'Israël, pouvait-on lire. Les suspects ont directement pris la fuite avant que le feu ne se propage. Le ministre de l'économie, Amir Peretz, a condamné cet incident criminel, déclarant « Le virus de la haine, tout comme le coronavirus, est un ennemi commun à toutes les religions et nations du monde ». Des dégâts ont été rapportés, mais la salle de prière de la mosquée n'a pas été endommagée. Le ministère palestinien chargé des affaires religieuses a qualifié cet incident de crime raciste et a ajouté que le gouvernement israélien portait l'entière responsabilité de cet acte. Et par ailleurs, Gabriel, des ballons d'explosifs avec une tête de missile RPG ont été trouvés dans une zone agricole du conseil régional d'Eshkol. Un démineur de la police israélienne est rapidement arrivé sur les lieux et a neutralisé l'explosif attaché au ballon. Une série de lancements de ballons explosifs et incendiaires ont été signalés en juin après que l'unité de ballons, les descendants de Nasser, dans la bande de Gaza, ait menacé Israël de nouveaux lancements de ballons. L'unité a averti que les jours à venir seraient le début de l'enfer pour les Israéliens vivant près de la bande de Gaza. Hier, c'est un drone israélien qui s'est écrasé au Liban. Une panne technique serait à l'origine de l'incident. L'armée s'est rapidement voulue rassurante. Il n'y a pas d'inquiétude que des informations aient été divulguées, notamment au
Hezbollah. Un accident qui intervient dans un contexte brûlant à la frontière nord. Un responsable du Hezbollah est mort la semaine dernière à Damas, probablement dans une frappe israélienne. On écoute l'analyse de l'ancien porte-parole de Tsahal, le colonel de réserve Olivier Rafovitch. Il était au micro ce matin de Serge Agenberg. Il est clair qu'à l'heure où nous parlons, il y a une tension due au fait que le Hezbollah a déclaré officiellement qu'il voudrait venger ou qu'il veut venger la mort d'un de ces hommes, un terroriste qui a été abattu lors d'une frappe en Syrie par Israël il y a quelques jours. Maintenant, le fait que le Hezbollah déclare officiellement, puis explique, puis dise qu'il va faire quelque chose, c'est en général pas sa manière de faire lorsqu'il veut faire une attaque surprise contre l'État d'Israël, comme c'était le cas en juillet 2006 durant ce qui a fait être la deuxième guerre du Liban. Mais du côté israélien, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui toutes les mesures prises nécessaires pour éviter que le Hezbollah passe à l'action. La question qui se pose est quel est l'intérêt du Hezbollah, quel est l'intérêt en fait de cette action-là à l'heure où nous parlons. Le Liban est dans une crise économique, sociale gigantesque, c'est-à-dire qu'il est véritablement au bord du gouffre. Et le Hezbollah aujourd'hui servirait d'abord et avant tout les ennemis d'un Liban solide. La deuxième chose, c'est que l'Iran, qui elle-même fait face à une énorme crise du corona, on parle aujourd'hui non officiellement de plus de 100 000 morts du coronavirus, du Covid-19 en Iran, et 25 millions d'Iraniens qui sont contaminés par le virus, qui ferait à peu près un tiers de la population, un peu plus d'un tiers de la population iranienne. Donc tout ça réuni fait que une action du Hezbollah dans ce contexte-là, économico-politique et politico-sanitaire, serait un véritable suicide. Olivier Rafovitch. Les autorités iraniennes qui font monter la pression face à Washington. Téhéran a déplacé vers le détroit d'Ormuz un faux porte-avions américain fabriqué par les Iraniens sur le modèle du porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz. La République islamique qui pourrait chercher par là à organiser un exercice d'affrontement naval à l'instar d'une autre simulation mise sur pied en 2015 par les gardiens de la Révolution. Des images satellites ont été publiées ces dernières, notamment sur les réseaux sociaux. 14h19. On marque une pause avant de se retrouver dans un instant pour la deuxième partie du journal qui sera largement consacrée à l'actualité en France. Vous êtes bien sur Radio J, à tout de suite. On ouvre donc, Philippe, la page France de cette édition et on retrouve Gabriel Attal. Gabriel, face à la hausse des contaminations au coronavirus dans le pays, le gouvernement envisage désormais de fermer les bars dans certaines régions. Cela fait partie des possibilités, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran. Le responsable sanitaire a cependant affirmé qu'on ne peut pas encore parler de deuxième vague. Olivier Véran a estimé que les jeunes font moins attention. Le taux d'asymptomatique est, lui, extrêmement élevé. C'est le cas particulièrement en Île-de-France où l'on voit arriver des jeunes qui ont été infectés sans qu'on sache comment, a déclaré Olivier Véran. D'ailleurs, un cluster de 54 cas positifs à la Covid-19 a été détecté à Quiberon en Bretagne. Il s'agit pour la plupart de jeunes âgés de 15 à 18 ans. Pour éviter les rassemblements, la ville a fermé depuis hier tous les parcs et plages de 21h à 7h du matin. Le gouvernement Castex, Gabriel, qui accélère sur d'autres dossiers. Les premières mesures issues du Conseil de défense écologique qui s'est réuni à l'Elysée ont été annoncées tout à l'heure. C'est la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui s'en est chargée ce midi. Le Conseil de défense écologique a abordé les premières mesures issues de la Convention citoyenne pour le climat, la lutte contre l'artificialisation des sols et la création de nouvelles aires protégées. La ministre a annoncé que le gouvernement allait interdire le chauffage extérieur sur l'espace public, notamment sur les terrasses. Il s'agit de mettre fin à des pratiques qui constituent des aberrations écologiques et qui conduisent à des surconsommations complètement injustifiées d'énergie. On ne peut pas, pour le simple confort de ne pas avoir à ouvrir la porte d'un magasin, climatiser la rue en plein été lorsqu'il fait 30 degrés. Et on ne peut pas non plus chauffer à plein régime des terrasses en plein hiver lorsqu'il fait 0 degré pour le simple plaisir de boire son café en terrasse en ayant chaud. Alors, c'est une mesure qui peut avoir un impact et qui peut avoir un impact sur nos restaurateurs. Les restaurateurs ont souffert de la crise du Covid. Ils ont été très éprouvés et donc nous allons les voir pour leur permettre de s'organiser et donc nous rendrons ces mesures obligatoires à la fin de l'hiver prochain.
Alors Gabriel, la liste des 11 secrétaires d'État a été révélée hier soir, mais ce n'est pas l'événement politique de ce début de semaine. C'est le projet de loi bioéthique qui fait la une de l'actualité. Il est réexaminé à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui Steve, c'est la dernière semaine de la session parlementaire, un calendrier dénoncé par les oppositions de droite comme de gauche. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, a déclaré que des sujets de cette importance ne devraient pas être débattus en plein été quand les Français ont la tête aux vacances. Ces débats, ils servent à éclairer l'opinion publique. Pour qu'on ne soit pas sous les lobbies, entre ceux qui veulent toujours tout permettre au nom de la glorification de la science sans penser qu'on doit savoir mettre quelques limites, et ceux qui voudraient tout interdire tout le temps. Ces débats, ils sont nobles, et aujourd'hui, ils sont escamotés de façon parfaitement pas responsable. Et le texte contient une mesure phare, l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Il comprend aussi une modification de l'accès aux origines pour les personnes nées de dons de sperme et autorise la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Merci Gabriel Attal. Et puis la polémique du jour met aux prises le maire de Colombes au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Patrick Chaïmovic, élu Europe Écologie Les Verts de cette municipalité des Hauts-de-Seine, a tenu cette comparaison la semaine dernière lors d'un discours pour la commémoration du 78e anniversaire de la rafle du Veldiv. On l'écoute. Les policiers français, les gendarmes français qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en mettant en œuvre la rafle du Veldiv et d'autres rafles encore après et ailleurs sont les ancêtres de ceux qui aujourd'hui, avec le même zèle, traquent les migrants, les sans-papiers, les députés des droits humains. Ces êtres vivants qui essayent de survivre dans le dénuement, seuls ou en famille. Colombes, à la demande de l'État, va en accueillir une soixantaine dans les prochains jours. La municipalité leur apportera toute l'aide possible en lien avec les associations de la ville. Comparaison pour le moins hasardeuse du maire de Colombes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a donc réagi près d'une semaine après les faits dans la nuit de dimanche à la nuit dernière. Il est prêt à porter plainte contre l'élu si ses propos scandaleux et insupportables envers la police et la gendarmerie de la République sont confirmés. Avant de nous quitter, un mot sur la météo avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve. Alors quelles sont les prévisions de cet après-midi ? Aujourd'hui en Ile-de-France, un ciel bleu avec 32 degrés cet après-midi à Paris. Ce lundi, le mot d'ordre est chaleur avec des pics de température qui avoisineront parfois les 40 degrés. Dans l'Est, un très bel après-midi en perspective avec 33 degrés du côté de Strasbourg. L'air sera un peu plus respirable sur la côte normande avec 25 degrés cet après-midi à Deauville. Le record de chaleur sera atteint dans la vallée du Rhône avec 38 degrés à Lyon. À Bordeaux, le thermomètre affichera 33 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, les températures restent de saison. C'est un temps idéal pour parfaire son bronzage avec 29 degrés à Cannes, 27 à Nice et 29 à Marseille. Alexandra, il fait beau, il fait très chaud, mais nous vivons encore à l'ombre du coronavirus. Alors comment conjuguer port du masque et canicule ? Eh bien Steve, plusieurs comportements sont à adopter pour rendre plus agréable le port du masque. D'abord, privilégiez les couleurs claires. Plus votre masque sera de couleur claire, moins il attirera la chaleur. Pour plus de confort, préférez les masques en coton. Ils sont plus respirables que ceux en matière synthétique. Les experts conseillent également de respirer par le nez plutôt que par la bouche pour générer moins de chaleur et d'humidité. Enfin, il est conseillé de le changer régulièrement, surtout lorsqu'il devient humide. Alors, je résume: un masque clair, en coton, je respire par le nez et j'en change régulièrement. Merci pour ces 4 conseils. Alexandra, un mot du temps en Israël avant de se quitter ? En Israël, la chaleur et le ciel bleu sont également au rendez-vous, avec 34 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi, 36 degrés du côté de Beersheva et le mercure atteindra 43 degrés à Eilat. Merci Alexandra, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Dans moins de 5 minutes, vous avez rendez-vous avec le Sioum. Bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.